Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Suzanne Ménard, je suis médecin conseil à la direction de santé publique de l'Estrie. Et c'est ça, je suis heureuse de vous accueillir, même si je ne vous vois pas. En tout cas, il y a des gens dans la salle ici que je vois. En fait, on aurait une douzaine de sites susceptibles d'être branchés en visioconférence. On ne les voit pas tous, mais on prend pour acquis que ceux qui sont là nous entendent. Vous me faites un beau bonjour? D'accord. On va vous accueillir au fur et à mesure, mais sans plus tarder, on va débuter. Alors, en Estrie, comme vous le savez, on travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec nos C3S, nos gens en CLSC, nos infirmières ressources, nos responsables en immunisation, puis on veut améliorer nos pratiques en vaccination, les couvertures vaccinales. Alors, c'est tous des dossiers que vous connaissez très bien. Et bien sûr, on veut offrir, dans notre stratégie pour s'améliorer, on souligne à chaque année la semaine de promotion de la vaccination, qui est maintenant une semaine mondiale depuis la 2e année. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter sans plus tarder notre conférencier invité, Dr Claude Cyr, qui, petit pédigree très court, est gradué de la faculté de médecine de Sherbrooke, pédiatre depuis 1998 au CHU, clinicien en soins intensifs, en soins palliatifs, professeur titulaire en enseignement, responsable du développement de la recherche clinique en pédiatrie. Enfin, beaucoup de titres et de responsabilités, mais en fait, c'est une personne qui est extrêmement concernée et impliquée dans tout ce qui s'appelle la prévention. Et comme vous le savez probablement, parce que vous le voyez dans le journal régulièrement ou à la télévision, et à ce titre, c'est comme ça qu'il accepte d'être l'ombudsman de la prévention, notamment pour les enfants, puis d'être de toutes les tribunes, dont celle-ci. Et du moment que ça permet d'éviter ce qui est évitable, je pense que c'est une bonne cause, alors que ce soit maladie, traumatisme, accident, etc. Et en fait, je pense que son rêve, c'est de devenir un chômeur des soins intensifs, si c'était possible. Mais enfin, donc c'est dans ce cadre que Dr Cyr a gracieusement accepté notre invitation, notre demande de nous parler de la vaccination, activité très quotidienne pour bon nombre d'entre vous et d'entre nous. Puis est-ce encore vraiment d'actualité en 2014? Alors, c'est dans ce... Je vous présente et je laisse la parole à Dr Cyr. Merci. Merci. Bon midi tout le monde. Merci d'être dans la salle ici. Merci à toutes les personnes qui sont dans les sites extérieurs. Ça me fait extrêmement plaisir de parler de la vaccination aujourd'hui. Je vais surtout vous parler de ce que je connais. Donc, ce que je connais, c'est les enfants qui ont des maladies. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mes slides qui vont avoir trait à des maladies d'enfants ou des maladies évitables par les vaccins, mais je vais aussi parler de quelques peut-être controverses par rapport aux vaccins, mais aussi des éléments d'information que je trouve très, très importants dans ma pratique quotidienne. Donc, j'aime beaucoup le slogan de cette semaine qui est « une dose de bon sang ». Avec les résidents, je dis souvent que le meilleur outil de diagnostic, c'est le GBS. Hein, donc, c'est le gros bon sang. Il faut regarder le patient, il faut réfléchir avant de faire un diagnostic et la vaccination. Avec toute la publicité négative qui tourne autour des vaccins, je pense qu'une fois de temps en temps, de se faire rappeler que c'est du gros bon sang, c'est extrêmement important. Avant de commencer à vous parler des vaccins, je suis allé faire un tour sur Internet, puis j'ai lu récemment un sondage sur Internet qui discutait du top 10 des accomplissements de l'humanité. Donc, la question était très, très simple, c'est qu'on demandait à la population des internautes toute l'histoire du mankind, de l'humanité, c'est quoi les choses les plus importantes qui ont été faites selon vous. En numéro 1 est venue la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, l'égalité, la justice, l'égalité homme-femme, les droits fondamentaux de chaque personne étaient la chose la plus importante pour les internautes. Le numéro 2, c'était toutes les avancées scientifiques, la connaissance du fonctionnement de notre monde, de la Terre, de la physique, donc Einstein, Newton, mais aussi la philosophie comme Aristote, etc. En numéro 3, c'est un peu surprenant, c'était la conquête de l'Everest. Comme si d'aller le point le plus haut de la Terre, c'était pour l'humanité démontrer qu'on était capable de dépasser les limites de notre environnement. Et en numéro 4, il y avait les vaccins. Donc la vaccination était le numéro 4 de toutes les activités humaines, les accomplissements de l'humanité,
pour les internautes. J'étais flabbergasted. J'ai été complètement surpris de voir que c'était dans le top 5. Après ça, il y avait la Mona Lisa. Après ça, il y avait la conquête de l'espace avec le premier alunissage. Donc, les vaccins pour les internautes étaient quelque chose de très, très important. On va parler de ce grand agrandissement-là de l'humanité dans les prochaines minutes. Je ne parlerai pas avec vous du calendrier de la vaccination, mais je voudrais juste vous rappeler qu'on prend ça pour acquis, les vaccins. Il y a des gens comme vous, il y a des gens comme les gens de la santé publique, il y a les infirmières quotidiennement qui tiennent à bout de bras ce programme-là de vaccination universelle. Puis, je voudrais premièrement vous remercier. Mais deuxièmement aussi, féliciter du succès que vous avez eu dans les derniers 60-70 ans à sauver des millions de vies avec ce programme-là. Donc, on vaccine depuis 80-90 ans, donc diphtérie, coqueluche, tétanos qui sont apparus première moitié du 20e siècle. Poliomyélite, là, qui est apparu en 1955, juste pour vous rappeler que Salk, qui a inventé le vaccin contre la poliomyélite, a décidé de donner son brevet à l'humanité parce qu'il se disait qu'il ne pouvait pas faire de l'argent avec quelque chose qui faisait autant de bien. Donc, il y a beaucoup, encore une fois, de controverses sur les compagnies pharmaceutiques, sur les grandes multinationales qui veulent faire de l'argent en faisant la promotion des vaccins, mais il faut se souvenir que les pionniers de la vaccination étaient des gens de grand altruisme, puis qui étaient vraiment des héros de la médecine moderne. Moi, je suis né en 71, faites les calculs rapidement. Donc, j'ai été la première cohorte à avoir la vaccination universelle contre la rubéole. Depuis 43 ans, on vaccine systématiquement contre la rougeole, rubéole, auréole. Donc ça amène des résultats qui sont spectaculaires d'un point de vue médical. Il n'y a pas de médicaments, d'antibiotiques, de respirateurs aux soins intensifs qui ont eu un aussi grand succès pour sauver des vies là, en pédiatrie dans l'histoire de la médecine. Ici, c'est encore une fois à peu près les mêmes dates, mais juste pour... c'est le CDC qui a calculé récemment que depuis le début de la vaccination en 1924, où on a commencé à vacciner contre la variole, on a sauvé à peu près 103 millions d'enfants. Donc ça, c'est la population du Mexique. Donc c'est des enfants qui ne sont pas morts à cause des vaccins. On a eu, dans les années 60, je l'ai dit, des nouveaux vaccins, dans les années 90, des nouveaux vaccins, puis depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y a un mouvement assez persistant, anti-vaccin. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que depuis le début de la vaccination, depuis le début de la variolisation, donc quand on commençait à donner du cowpox on faisait des scratchs puis on donnait les premières toxines, il y a des gens qui disaient que c'était de la sorcellerie faire ça. Des gens qui disaient qu'au contraire, ça allait donner des maladies si on faisait une vaccination. Il y avait même une ligue américaine anti-vaccin dans les années 1700 qui a été créée, puis qui ont eu leur premier congrès annuel 3 ans après le début de la vaccination à Boston. Donc, c'est un mouvement qui va persister, qui est un mouvement de contre-force pour la promotion des vaccins, mais aussi probablement pour l'utilisation aveugle des vaccins. Donc, personnellement, je ne vois pas ça comme quelque chose d'absolument négatif, le mouvement anti-vaccin. Je pense qu'il faut juste les écouter puis voir si leurs arguments sont adéquats. Et vous allez voir que mon avis, c'est que la majorité, même tous les vaccins qu'on utilise actuellement, sont des vaccins qui sont utiles et sécuritaires. Il y a une série d'articles que je donne souvent aux résidents, que j'ai lu il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « How many child deaths can we prevent this year ?» Donc, combien de décès d'enfants on pourrait prévenir cette année? C'est une série qui est parue dans le Lancet. Il y a eu des numéros spéciaux sur cette stratégie-là. Puis, il y a environ 10 millions d'enfants qui meurent de maladies prévenables par année au monde. On calcule qu'il y a à peu près 70%, donc à peu près 7 millions de ces enfants-là qui seraient sauvables avec des stratégies qu'on connaît déjà. Les stratégies anti-malaria, l'allaitement maternel, les vaccins, les stratégies anti-blessures ou anti-accidents qu'on connaît. Donc, ce n'est pas des nouveaux, parce qu'on cherche
tout le temps des nouvelles façons de prévenir les décès, mais si on appliquait les stratégies qu'on connaît déjà, on pourrait probablement sauver une majorité de ces enfants-là. Puis les vaccins sont dans ces stratégies-là qui seraient, d'un point de vue mondial, des stratégies qui devraient être mises de l'avant. Vous connaissez Steve Jobs? Steve Jobs, qui est mort récemment, quand il est mort, tout le monde l'a présenté comme un héros. Hein, comme quelqu'un d'innovateur, une des plus grandes figures du 20e siècle. Il y a eu des livres, il y a eu des films, il y a eu des biographies. Vous connaissez Bill Gates? Bill Gates, c'est l'homme le plus riche du monde. Puis si vous réfléchissez un peu à ce que vous pensez de Bill Gates, tout le monde le voit comme « c'est un croche ». Les IBM, ça ne marche pas, les PC, ça ne fonctionne pas, il fait juste de l'argent, c'est un multimilliardaire. C'est probablement le meilleur être humain qui existe sur la Terre. Je ne le connais même pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait depuis une dizaine d'années? Systématiquement appliquer les recettes qu'il a utilisées pour faire de l'argent, puis les appliquer à la prévention des maladies chez les enfants. Puis vous savez, lui, c'est un homme d'affaires, il a fait de l'argent. Vous savez dans quoi il a investi? Les vaccins. Puis, vous savez, c'était quoi son plus gros problème à Bill Gates? La chaîne du froid. C'était de prendre les vaccins de Seattle, où il habite, puis de les amener dans les milieux ruraux du Zimbabwe. Vous savez, c'est quoi la stratégie qu'il a utilisée? Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a au Zimbabwe, puis qui est dans un frigidaire? Vous savez, c'est quoi? Du coke. Donc, il est allé voir Coca-Cola, puis il a dit, qu'est-ce? Comment vous faites pour faire ça? Puis, la fondation Bill et Melinda Gates, il a lui et sa femme, il faut donner à César ce qui vient à César, ont investi des milliards pour la promotion de la vaccination et la recherche pour s'assurer que pas juste que les vaccins se développent, mais que les vaccins se rendent à la population actuelle. Donc ça, c'est un aparté, je ne t'ai pas supposé parler de ça aujourd'hui. Donc, on ne discutera pas des données économiques de la vaccination parce que c'est bien reconnu qu'il y a des avantages immenses à vacciner. Toutes les campagnes, tout ce que vous faites comme travail, tous les salaires que les médecins, les infirmières, les organisations de la santé utilisent pour la vaccination, on est remboursé amplement. Okay, donc ça, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, juste pour vous dire que il y a des stratégies qu'on met beaucoup d'emphase dessus. Par exemple, moi, je mets beaucoup d'emphase sur la distribution des détecteurs de fumée dans toutes les maisons de Sherbrooke. Puis, je suis bien confiant que ça fonctionne puis que ça sauve des vies, parce que j'ai vu dans ma vie plusieurs enfants qui sont morts brûlés puis qui auraient pu être sauvés parce qu'il y avait eu un détecteur de fumée. Mais comparé aux vaccins, par exemple, les vaccins contre le pneumocoque, ça me coûte à peu près 2 fois plus cher pour sauver une vie en faisant la distribution de détecteurs de fumée que pour le vaccin contre le pneumocoque. Puis là, la question, c'est qu'est-ce que vaut une vie? C'est une question plus philosophique qu'économique, mais on a, d'après moi, encore une fois, un avantage important à investir dans ça. Maintenant, globalement, il y a, heureusement, à peu près 80-83% des enfants, globalement, qui reçoivent des vaccins dans le monde. Mais si on regarde les pays sous-vaccinés, il y a 3 pays qui ont plus que 55% des enfants qui sont non vaccinés dans le monde où ils habitent. Donc, il y a l'Inde, l'Indonésie et le Nigeria. Donc, c'est des endroits où le taux de vaccination est relativement faible. Puis là, je vous ai fait un graphique interactif où vous allez voir la mortalité chez les enfants en bas de 5 ans. Donc, les points jaunes, c'est la Suède. Eux, ils ont des données depuis 1800. Donc, ça fait longtemps qu'ils comptent les décès chez les enfants. Donc, vous voyez qu'en 1800, il y avait à peu près 40% des enfants qui ne se rendaient pas à 5 ans. Il y a eu une baisse drastique début du 20e siècle. Le Canada, on a commencé à les compter aux alentours de 1900. Encore une fois, on avait 37-38% des enfants qui ne se rendaient pas à 5 ans. Puis, vous allez voir une baisse très importante en 1940-1950 quand on a commencé à vacciner les enfants. Puis, on se rend aux alentours de 4-5 enfants par 1000 qui décèdent avant l'âge de 5 ans. Mais je voulais surtout vous montrer
Nigeria, Indonésie, Inde, qui sont les 3 grands pays où il y a un taux de vaccination qui est très, très faible. Puis, l'Inde a un taux de mortalité chez les enfants en bas de 5 ans qui correspond au taux que nous, on avait en 1943. Donc, cette stratégie-là, qui n'est pas la seule qui prévient des décès en bas de 5 ans, est une stratégie qui, si elle était appliquée dans tous les pays, aurait probablement un effet majeur, puis on réussirait probablement à avoir des mortalités qui ressemblent à celles des pays développés. Donc, la vaccination, je vous l'ai dit, c'est trop efficace. Il y a des maladies qui sont disparues, qu'on ne voit plus. La polio, moi, j'en ai jamais vu de ma vie. La diphtérie, donc vous voyez là, ça c'est les voies aériennes d'un enfant avec le vrai croup. Donc vous connaissez le faux croup? Le faux croup, ça a été nommé comme ça parce que c'était une infection qui n'était pas un croup. Mais le vrai croup, c'est la diphtérie. C'était très spectaculaire. Là. Il y avait une toile voyante, il y avait un stridor, détresse respiratoire, mais les enfants, ils ne mourent pas de ça d'habitude. Ils sont capables, ils ont besoin de petits filets d'air, puis ils vont être corrects. Il y avait une toxine qui était faite par la diphtérie, puis là, ça donnait des insuffisance cardiaques, des chocs très, très importants, avec un taux de mortalité qui était significatif. Je n'ai jamais vu, moi. C'est une bonne nouvelle. La rougeole, j'en avais jamais vu. J'en avais jamais vu pendant que j'étais résident. Ils nous montraient tous les boutons du monde, puis là, la consulte, c'était rougeole, point d'interrogation. Puis on prenait la consulte et on faisait non, point d'exclamation. Il n'y en avait plus de rougeole. Jusqu'à temps qu'on diminue nos taux de vaccination. Puis là, on a des poches de rougeole. Hein? On a des endroits dans notre région, des endroits dans notre province, des endroits dans le monde où la rougeole revient, puis on commence à en revoir. Donc, vous connaissez ces informations-là. Là, je vous ai fait un copier-coller des informations des principaux vaccins. Juste pour vous rappeler que l'information on transfère souvent aux parents, c'est les effets secondaires. Puis, là, c'est très important de donner de l'information qui est exacte puis qui ne minimalise pas les effets secondaires. Le problème, c'est que quand on explique que si un vaccin est sécuritaire, on ne va pas dire il n'y a pas de problème avec le vaccin, ça ne donne pas d'effets secondaires. Ça, c'est faux. Les vaccins, ça donne des effets secondaires. C'est fait pour créer une réaction. Oups, c'est fait pour créer une réaction immunitaire. Donc, c'est clair que si on met ça dans un tissu, puis que l'enfant a un système immunitaire qui fonctionne, il va avoir un peu d'inflammation. Assez bénigne. L'enfant ne fait pas la maladie, va développer habituellement une réaction locale et va, après ça, développer des anticorps et être capable de se défendre la prochaine fois qu'il va voir cette infection-là. Et plus l'enfant est exposé à ça, l'enfant est sensibilisé à ça, on dit qu'à peu près 16% des enfants qui vont recevoir, par exemple, le Pentacel à l'âge de 4 à 6 ans vont faire une réaction locale. Ça, si vous dites qu'il n'y a pas d'effet secondaire, les gens ne vous croient pas. Si vous dites à un enfant que ça fait pas mal, puis que ça fait mal, il ne vous croit plus après. Et donc, si vous dites à un parent qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puis le petit fait de la fièvre, il ne vous croira plus après. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'autre partie du discours, de dire pourquoi c'est important. On ne discutera pas longtemps de la rougeole et de l'autisme, mais c'est une des... je vous ai parlé d'un des points extrêmement positifs qui est la campagne de vaccination universelle, mais une des taches noires en médecine moderne, c'est la controverse sur le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Ça, là, s'il y a quelque chose qui ne me rend pas fier d'être un docteur, c'est ça. Parce que vous savez de qui ça venait, ça? C'est là, j'ai pas le droit de s'enregistrer, j'ai pas le droit de dire ça. Ah, c'est où? Le docteur. OK? Puis ce docteur-là, c'est bien prouvé, là. Il est allé en cours, il a été radié, ils ont tout enlevé les articles qu'il avait publiés parce que c'était de la chenoute. Ce docteur-là, il a fait ça pour de l'argent. Il a fait ça pour de l'argent. S'il avait fait ça, puis il s'était trompé. Donc, il avait fait ça, puis il se disait, bien, j'ai une hypothèse, puis j'ai mis cette hypothèse-là, j'aimerais ça qu'on la teste. Là, j'aurais fait, OK, tu t'es trompé, là, c'est correct, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il a fait ça pour l'argent. Puis ça, là, c'est une tache noire dans notre cahier pour toujours. Puis ça a fait que dans les pays, surtout en Angleterre, mais les pays limitrophes comme le pays de Galles, où il y a des endroits
où le taux de vaccination contre la rougeole a descendu en bas de 70 %. Puis là, vous le voyez, Swansea, Cardiff. À Cardiff, la métropole du Pays de Galles, il y a un taux de vaccination qui est resté entre 81 et 85 %. Il y a eu un taux de varicelle qui était très, très faible, mais des endroits où ils sont descendus en bas de 75 %, il y a eu des éclosions et des épidémies de rougeole. J'ai dit varicelle, je vais dire rougeole. Donc, ça nous parle encore au bout du nez la possibilité de dévacciner notre population et de voir réapparaître des infections actuelles. Donc, il faut réfléchir à comment nous, on réussit à couvrir toute la population de l'Estrie. Donc, je remercie les gens de la santé publique d'avoir fourni ces chiffres-là. Les chiffres globaux, vous les avez ici selon l'âge, puis selon la cohorte. Il y a effectivement une légère amélioration des couvertures vaccinales globales. Et d'après moi, c'est dû majoritairement aux campagnes de promotion puis à la politique de promotion de la vaccination. Mais on est encore en deçà de notre objectif qui est d'avoir 95 % des enfants de l'Estrie qui ont une couverture vaccinale complète à temps. On va discuter un peu de l'importance clinique d'être à temps. Si on regarde par maladie, donc diphtérie, coqueluche, tétanos, polio, environ 85 %, l'hémophilus influenza, 87 %, rubéole oreillon, méningocoque, 90 %, on s'approche du 95 %. Les plus nouveaux vaccins, donc rotavirus 75 %, varicelle 88 %. Le rotavirus, il y a plusieurs raisons, c'est nouveau, c'est un vaccin que même la communauté médicale a un peu de difficulté à comprendre l'avantage, la nécessité, pas nécessairement l'avantage ou l'efficacité, mais la nécessité d'avoir ce vaccin-là. Donc, je vais parler un peu tantôt des effets secondaires potentiels du rotavirus, parce que c'est une question assez fréquente. Par maladie, encore une fois, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir est-ce que ces maladies existent encore dans notre environnement. Les données de 2009 à 2013 montrent qu'effectivement, on a encore de la coqueluche, on a encore de l'hémophilus influenza de type B, un peu relativement rare. On a encore des infections à méningocoque, on a une activité de fond du méningocoque de type B. Heureusement, depuis un bout de temps, on voit moins de type C, puis je vais vous parler tantôt de l'épidémie que moi j'ai vécue. On a toujours du pneumocoque, on a toujours des infections invasives à pneumocoque et on a eu notre lot de rougeole, nous, le Centre du Québec, dans les dernières années, avec moi, 2 patients que j'ai eu aux soins intensifs. Un qui a fait une encéphalite assez légère, mais une convulsion fébrile associée, et un autre qui a fait une pneumonie. Puis là, je ne vous parlerai pas de l'influenza. Mon patient le plus malade de l'année, cette année, c'est un enfant qui a fait une influenza. Il était malade à temps. Je pensais qu'il allait mourir. Il y a eu des pressions d'insufflation aux alentours de 70-75. Il était ventilé en haute fréquence. Il était extrêmement malade. Ça en est très, très bien sorti. C'est une petite faiblesse des soins intensifs, mais il a récupéré complètement de son ARDS et de sa pneumonie. Maintenant, je vous ai dit que, là, je vous montre des chiffres. Là, c'est ça, quand vous allez dans les présentations sur les vaccins, vous envoyez souvent les chiffres. Okay? Vous avez tout de suite, je vous ai amené des vidéos et des photos. Puis vous allez vous sentir mal. Okay? Parce que quand on voit un enfant s'étouffer, on ne se sent pas bien. Mais il faut que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire avoir une coqueluche quand on a 3 semaines. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une coqueluche quand on a 3 mois? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une méningococcémie quand on a 2 ans? Il y a des photos de début. Je vous avertis tout de suite, mais c'est des vrais patients, c'est des vraies conséquences de ces maladies. Donc, premier enfant, c'est une maman qui avait consulté, puis les gens ne la croyaient pas que son bébé s'étouffait à la maison, fait qu'elle a décidé de sortir son iPhone, puis de faire une vidéo de son bébé qui avait une quinte de toux.
quand on voit ça, c'est pas dur à comprendre pourquoi ces enfants-là meurent. Pourquoi ces enfants-là font des encéphalopathies anoxiques. Une coqueluche, c'est vraiment spectaculaire. Hein? Je l'explique souvent aux résidents, là, c'est une toux ascendante. Les enfants, ils font... Ils viennent bleus, ils meurent, leur tronc ne veut pas mourir. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Ah, le tronc, quand ça ne veut pas mourir, là, ça gaspe. OK? Fait que le chant du coq, c'est la même chose que mes patients quand ils sont en train de mourir puis qu'ils gaspent. Les enfants, ils font une longue inspiration. Si ça arrivait aux adultes, ça, il y aurait un ministère de la coqueluche. Ce serait la priorité du gouvernement. Si on avait une infection là, qui ferait ça à des adultes, là, ça serait prioritaire. Notre bébé qu'on a eu aux soins, lui, il est un peu plus douloureux, vous allez voir. Ciao! Même l'infirmière a trouvé ça dégueu. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, la majorité des coqueluches ne meurent pas. Parce qu'on les intube, puis parce qu'on a de l'ECMO. Okay, ça, c'est un bébé avec une coqueluche qui est sous ECMO. C'est une circulation extracorporelle qui fait que même si l'enfant est hypoxique, ses poumons ne veulent pas respirer, on bypasse les poumons, on a un maintien de la circulation puis une oxygénation extracorporelle. Okay, donc, c'est pour ça que les taux de mortalité dans la coqueluche ont diminué beaucoup. Avant, on disait, quand moi j'étais résident, on disait une coqueluche en bas de 3 mois, c'est 30 à 40% de mortalité. Heureusement, il y a des gens sous intensifs qui travaillent un peu, puis la mortalité a diminué. Il y a plus de 30 à 40% des enfants qui meurent avec une coqueluche, mais c'est au prix de thérapies qui sont très, très agressives et très importantes. 2 mots sur le méningocoque. Vous avez sûrement suivi les informations récentes sur la vaccination contre le méningocoque de type B au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui d'après moi est une excellente idée parce qu'ils ont un taux qui est plus élevé que dans d'autres régions. Moi, j'étais jeune patron quand on a eu l'épidémie de méningocoque de type C fin des années 90, début des années 2000. J'ai eu 7 cas aux soins intensifs. J'en ai réanimé 3. Puis il y en a une qui est décédée. Cette épidémie-là m'a fait me questionner à savoir si je faisais le bon travail. Si vous n'avez jamais vu un Purpura fulminans, je ne vous en souhaite pas. C'est comme l'affaire la plus épeurante qui existe. La jeune fille que moi j'ai réanimée puis qui est décédée, elle est arrivée à l'urgence sur pied parce qu'elle avait mal à la gorge puis elle faisait de la fièvre. 15 minutes après, la maman est allée chercher l'infirmière de triage pour dire « Ma fille, elle respire pas bien, elle va pas bien. » 10 minutes après, elle était morte. On l'a réanimée, elle est repartie. 1 heure après, elle n'avait pas 1 centimètre de sa peau qui n'était pas violacée. Ça fait peur. C'est pas toujours comme ça, les méningocoques, mais les Purpura fulminans, c'est une maladie fulminante. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et ça a l'air de ça, quand on réussit à les réanimer. Donc, vous voyez, il y a des purpuras partout. Il y a une ischémie des membres, même si on réussit à maintenir la tension artérielle puis on réussit à avoir une perfusion qui est adéquate. Il y a des microthrombus un petit peu partout qui fait qu'on perd le nez, on perd les oreilles, on perd les orteils, on perd le bout des doigts, on perd nos reins, on perd des bouts de notre cerveau, même si les enfants survivent. Vous avez vu ici, c'est un enfant qui a été amputé parce qu'il avait une ischémie de ses membres et qui a perdu un morceau de son nez. Moi, j'ai une patiente, je la raconte souvent parce que c'est assez spectaculaire. J'ai une patiente qui a perdu son nez en éternuant. Elle était en train de récupérer de sa méningococcémie. Elle avait une ischémie du nez, on faisait des soins de plaie, elle avait un gros pansement. Puis un jour, on était en train de faire un pansement, puis elle a fait son nez est tombé. Juste ça, là. Moi, je
vaccinerait le monde. Il y a heureusement des enfants qui vont bien s'en sortir, puis qui vont avoir des amputations seulement, puis pas trop de répercussions, mais ils vont vivre toute leur vie avec ces conséquences-là. Puis ici, vous avez un patient qui a perdu ses jambes avec une méningococcémie, puis vous voyez sa croissance avec ses orthèses qui grandissent avec lui. Les infections à pneumocoque, c'est quelque chose de moins spectaculaire que le méningocoque, parce que le pneumocoque, ça donne toutes sortes de types d'infections, mais c'est rendu maintenant la principale cause de méningite acquise en communauté qu'on a depuis qu'on a diminué le méningocoque et l'hémophilus influenza, donc celle-là a repris le dessus. Mais avec la vaccination, vous voyez chez les 0,5 mois et les 6 à 9 mois comment il y a eu une baisse importante du taux d'infection invasive à pneumocoque. Donc, pour nous, c'est un impact majeur. Ici, c'est un enfant qui fait une convulsion fébrile sur une méningite à pneumocoque. Ici, encore une fois, c'est pas très spectaculaire, mais vous voyez l'impact que ça peut avoir sur des nourrissons et sur des enfants là, qui font des convulsions. Les méningites à pneumocoque, c'est un des modes de présentation, convulsion fébrile, donc quelque chose qu'on voit fréquemment. L'hémophilus influenza, c'est quelque chose que j'ai un peu connu, mais qu'on voit à peu près plus. Le seul enfant que j'ai vu dans les dernières années qui avait un hémophilus influenza, c'est un enfant qui avait un retard vaccinal, qui n'était pas de notre région, qui venait de Victo, parce qu'il y avait un rhume. Puis à chaque fois qu'il y avait un rhume, il remettait son vaccin. Puis finalement, elle n'avait pas été vaccinée. Puis elle s'est présentée 4 mois et demi, 5 mois avec une méningite. Elle s'en est sortie, elle a survécu, mais elle a une surdité secondaire à sa méningite. Ce qu'on voit moins, c'est des épiglottites. Donc, à peu près 50% des infections à type B donnaient des méningites, à peu près 15-20% qui donnaient des épiglottites. Donc, ici, c'est un enfant avec un épiglottite. Puis, si vous remarquez, elle n'a pas une grande détresse respiratoire. Mais il y a une chose de très, très spectaculaire, c'est que là, elle est comme ça, avec la bouche ouverte. Elle respire comme ça, là, la bouche semi-ouverte. Puis quand on y parle, là, elle ne tourne pas son cou. Elle tourne juste ses yeux comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que si elle tourne, elle s'étouffe. Okay? Parce qu'elle a ça juste à la base de sa langue, là. Vous voyez? Ça, là, on appelle ça un cherry red épiglottite. Là. Donc, ça, là, c'est une masse qui est à la base de la langue, qui fait comme si on avait vraiment une cerise qui obstrue nos voies aériennes supérieures, là, comme ici. Puis regardez, ça, c'est sa glotte. Et ces voies aériennes sont cachées derrière. Regardez l'œdème, ça, c'est supposé être des cordes vocales. Vous imaginez si cet enfant-là fait juste de bouger un peu et pas en hyperextension avec le cou comme ça, il n'y a plus d'air qui passe. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement anxiogène pour les enfants qui avaient des épilepsies. Donc, encore une fois, il y a une diminution très, très importante de ces infections-là grâce au vaccin. La varicelle, ça, c'est un des sujets dont les infirmières, les autres médecins ou les parents me parlent le plus. La varicelle, c'était pas grave, ça. OK? Je ne suis pas la bonne personne qui demande ça, c'est la varicelle, c'était grave. C'est grave en temps. Okay? Encore une fois, imaginez s'il y avait une maladie de l'adulte qui faisait que vous faites de la fièvre, vous avez entre 150 et 300 boutons qui démangent, vous n'êtes plus capable de boire puis manger pendant 2-3 jours, avec des complications qui donnent des cérébellites, on n'est plus capable d'attacher nos affaires parce qu'on est complètement incoordonné, puis un pourcentage significatif d'encéphalite avec une altération d'état de conscience. Puis ça, là, il y en aurait 5-6 000 par année. Si c'était une maladie d'adulte, tout le monde capoterait. Il y aurait le ministère de la coqueluche et de la varicelle. Okay? Mais vu que c'est une maladie d'enfant, comme s'il n'y avait rien là. Hein? Parce que c'est ça l'image qu'on a d'une varicelle. La picote, on fait un party de picote, les enfants ont la picote, c'est pas grave. OK? Sauf que ça, c'est sans compter les enfants qui font des varicelles sévères. Sans compter les enfants qui font des varicelles hémorragiques. Sans compter les enfants qui meurent, comme cette petite fille-là, qui est une jumelle. Sa jumelle a fait la varicelle. Elle a attrapé de sa jumelle. La jumelle a fait 15 boutons. Elle a fait une vingtaine de boutons et un strep invasif. Puis elle est morte. Donc, sans compter les varicelles congénitales,
où on a des avortements spontanés et où on a des atrophies des membres. Donc, un bébé qui attrape la varicelle en prénatal va souvent avoir des lésions importantes. Donc, je ne voulais pas vous faire peur ou vous inquiéter, mais je voulais juste vous dire que ces infections-là existent toujours, même si la majorité de ces infections-là sont relativement bénignes. Il y a des gens comme moi qui voient des enfants mourir encore de ces infections. Il y a d'autres maladies évitables. Donc, l'hépatite B, ça, moi, j'en vois moins. Ils viennent pas aux soins intensifs habituellement, mais on a eu un succès pour diminuer le taux chez les 20 ans et plus et les enfants entre 10 et 19 ans aussi, là, donc avec le programme de vaccination contre l'hépatite B. La varicelle, à chaque fois qu'on a une varicelle maintenant, on appelle tous les résidents, tous les étudiants parce qu'ils en voient à peu près plus. Avant, on avait à tous les jours qui venaient là, des varicelles à la clinique externe. Maintenant, les infirmières à la clinique externe ne savent plus quoi faire. Les préventions des infections qui sont là. À chaque fois qu'il y a une varicelle, on ne sait plus, il faut tout laver, il faut nettoyer la salle d'attente au complet là, quand il y a 2 boutons sur le bout de la lame. Donc, c'est rendu heureusement quelque chose de relativement rare. Le rotavirus, je vous ai dit que j'allais en parler, donc il y a des données québécoises, des données épidémiologiques qui disent que quand on vaccine une population, il y a une diminution du taux d'hospitalisation. Le problème avec le rotavirus, c'est que c'est un vaccin qui a eu un mauvais départ. Hein, la première vague de vaccins, milieu des années 90, là, il y a eu le Rotashield, je ne sais jamais des noms, qui a été mis sur le marché, qui a été retiré après quelques années parce que les gens commençaient à avoir des intussusceptions chez les enfants qui recevaient ce vaccin-là. Donc, par principe de précaution, encore une fois pour montrer comment les programmes de surveillance et de gestion de ces programmes-là fonctionnent, le Rotashield a été retiré. Il y a des nouveaux vaccins qui ont été développés, puis on a demandé de tester ces nouveaux vaccins-là pour s'assurer justement le risque particulier de l'intussusception. Et les résultats des grandes cohortes post-commercialisation sont sortis cette année sur les vaccins contre le rotavirus. Puis je vais vous résumer ça, c'est pas moi qui ai résumé ça, c'est le CDC, donc le Center for Disease Control américain, qui, eux, calculaient que pour une cohorte de 4,5 millions de bébés qui sont nés à chaque année aux États-Unis, la vaccination contre le rotavirus sauverait 53 000 hospitalisations, 170 000 visites à la salle d'urgence, puis ça coûterait, entre guillemets, entre 45 et 213 cas d'intussusception par année. Donc, le taux d'intussusception est, dépendamment des études, il y a une grande intervalle de confiance, là, mais c'est quelque chose entre 1 et 5 par 100 000 doses d'intussusception post-vaccination. Donc, là, le problème, c'est quand on essaie de convaincre des parents d'avoir un vaccin, ou convaincre des médecins ou des infirmières de donner ce vaccin-là, c'est un trade-off. On échange, je vous ai dit, 170 000 visites, 53 000 hospites, pour 100 à 200 intussusceptions. Donc, c'est dépendamment où on met la valeur. Hein, comme société ou comme individu, on va trouver que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Actuellement, les programmes de vaccination pensent que c'est encore une bonne idée de donner ce vaccin-là, d'un point de vue coût-bénéfice, mais aussi d'un point de vue prévention des décès secondaires au rotavirus. Donc, étant donné la fréquence très, très importante du rotavirus, même si la mortalité est relativement faible, on pense que l'avantage est du côté de la vaccination. On considère qu'on sauve 71 enfants pour chaque intussusception en excès qu'on va causer. Donc, il y a encore un avantage, selon les experts, pour donner ce vaccin. Quelques minutes sur les non-vaccinés en Estrie, parce que là, vous voyez les vaccinés, vous voyez les gens qui veulent se faire vacciner. Nous, on fait la promotion des vaccins, puis on est bien content quand les gens ont leur couverture complète. Mais il y a, bon an mal an, un enfant sur 20 qui n'a pas de vaccin. Donc, 5-6 %, ça inclut les gens qui ne sont pas vaccinés, mais aussi les gens qui sont fait vacciner en dehors de la région. Donc, c'est une estimation des non-vaccinés, mais je considère que, je pense que c'est un chiffre dans ma clientèle relativement
fiable qu'un enfant sur 20 n'est pas vacciné. Donc, là, on ne discutera pas de comment convaincre une famille, faire une entrevue motivationnelle, puis comment voir ça, mais je vous dirais, il y a des grands mythes ou des grands faits qu'il faut connaître. Je vous l'ai dit tantôt, là, puis partez-moi pas sur ça. Les vaccins contre la rougeole, ça ne donne pas l'autisme. L'autisme, c'est une catastrophe. OK? Il y a une augmentation, claire. Pas juste à cause des changements diagnostiques. Là. Puis, moi, je vais faire une campagne, à partir de maintenant. L'autisme, c'est dû à la pollution. C'est clair qu'il y a un lien entre les plastiques, entre la pollution atmosphérique et l'autisme. On va prendre l'énergie qu'on met contre les vaccins, puis on va le mettre contre les pollueurs. Voulez-vous? Ça va marcher, vous allez voir. Donc, les évidences scientifiques sont plus importantes que l'autisme est dû à des expositions prénatales, à des plastiques, à des toxiques qui viennent de l'environnement, comparativement à d'autres stresseurs comme les infections ou les vaccinations. L'autre chose, c'est que l'autisme, ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est plusieurs maladies. Il suffit de voir les patients autistes pour voir qu'il y en a plusieurs types de lésions, plusieurs types de présentations cliniques même. Le fait numéro 2 sur la vaccination, c'est que les injections multiples ne surchargent pas le système immunitaire. Là, on a quelque chose au clair. Là. Un bébé, c'est bien fort. Okay? Un bébé, là, ça naît avec un système primé par les mamans. Pendant le 3e trimestre, là, les mamans ils passent un paquet d'anticorps, les IgG, au bébé, qui vont les couvrir pendant une couple de semaines à une couple de mois. Le temps que le système immunitaire de l'enfant commence à faire des IgM, qui sont des anticorps assez aigus, puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, des IgG qui sont des anticorps qui vont rester pour la vie. C'est bien fait. Après la première gorgée, quand on est là, on a un contact avec 30 à 40 millions de bactéries. Avec le premier 5 ml qu'on avale. C'est dégueu, hein? C'est ça. OK, on avale des sécrétions vaginales, des fois du caca. On avale du liquide amniotique qui traîne là depuis un bout de temps. On avale ce qui était sur les gants de l'obstétricien. OK? Fait que des anticorps, des affaires de l'extérieur, un bébé, c'est capable de gérer ça. On considère aussi que dans une infection, quand on a une bactériémie ou une virémie, un bébé est capable de se débarrasser rapidement ou gérer rapidement 1 milliard d'anticorps. 1 milliard d'antigènes. Okay, donc 1 milliard de substances anormales. Donc ça, si on fait le lien, là, ça veut dire qu'un enfant, théoriquement, pourrait recevoir 10 000 vaccins en une shot. Puis on ne dépasse pas encore ses capacités immunitaires. C'est elle? Bien fait. Donc, on ne discutera pas des additifs, c'est des choses que vous savez. Donc ça, je vous l'ai dit. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même un raffinement dans les vaccins. Donc, en 1980, les vaccins qu'on utilisait, il y avait environ 3000 antigènes par vaccin, puis là, maintenant, on se retrouve avec 34 antigènes. L'argument que j'utilise souvent, c'est une journée moyenne dans une garderie à partager des suces, à donner des becs baveux, puis à manger avec les ustensiles des autres, c'est l'équivalent d'une dizaine de campagnes de vaccination d'un point de vue d'antigènes et d'anticorps que l'enfant reçoit. L'autre argument d'un point de vue immunitaire que vous entendez probablement souvent, c'est s'il fait l'infection, ça va être bon pour son système immunitaire. Donc c'est comme un peu paradoxal. Hein? C'est si vous donnez le vaccin, vous pouvez brûler son système immunitaire, mais s'il ne fait pas l'infection, vous pouvez rendre son système immunitaire paresseux. C'est pas vrai. Okay? Une infection, là, donc quand on a des symptômes physiques d'une bactérie ou d'un virus, c'est parce que notre système immunitaire n'a pas bien fait sa job. On n'a pas réussi à empêcher la réplication virale ou bactérienne, puis à avoir des symptômes systémiques. Donc, il n'y a rien de positif. Faites-moi pas à croire. J'ai cherché longtemps. Il n'y en a pas de bonne infection. Cherchez, il n'y en a pas. Il y a des bons contacts avec des bactéries du système digestif, bactéries de la peau, ça on le sait.
ça ne donne pas d'infection. Donc, il n'y a pas de bonne infection pour un bébé. Ça, je vous l'ai dit tantôt, c'était plus la description graphique des anticorps, mais juste pour vous dire qu'il y a même des pédiatres qui ont déjà suggéré de changer l'horaire des vaccins qu'on donnait aux enfants. Ça aussi, c'est décourageant. Je sais pas, j'ai honte. Et puis, je vous l'ai dit, là, à 2, 3, 4 ans, là, les enfants, ils sont capables. Okay, ils en ont des IgG, ils ont probablement été en contact avec des virus et bactéries qui ressemblaient à ceux que vous allez donner. C'est entre 2 et 1 an, 2 mois et 1 an, là, qui est important de les protéger. C'est important de leur donner des anticorps parce qu'ils n'en ont jamais vu. Puis la première fois qu'ils vont voir un pneumocoque, ils vont faire une méningite. Et donc, c'est important de les préparer d'avance pour qu'ils puissent se protéger contre ça. Maintenant, une des choses que les gens me demandent souvent, c'est dangereux si je ne me fais pas vacciner? Parce que l'argument, c'est ça n'existe plus, ces infections-là. Et ça existe moins, ces infections-là. Il y en a certaines qui sont disparues, mais il y en a d'autres qui existent encore, comme la coqueluche et la rougeole. Donc, les seules données scientifiques solides qu'on a, que vous pouvez utiliser dans vos conversations, c'est sur le risque relatif d'attraper soit la rougeole, soit la coqueluche, si on n'a pas de vaccination. Donc, pour la rougeole, on considère que pour un enfant de 3 à 18 ans qui n'est pas vacciné, le risque relatif est de 22. Donc, ça veut dire qu'on multiplie par 22 le risque d'attraper une rougeole aujourd'hui. Pas si on revenait aux épidémies de 1940. Donc, ce risque-là, vous allez me dire 22, c'est beaucoup. Oui, mais c'est 22 fois plus qu'un taux relativement faible. Et donc, c'est relatif. Donc, ça fait que si on n'a pas de vaccin, on a à peu près 32 chances sur 100 000, ça c'est au Colorado, mais ça ressemble beaucoup à notre environnement ici, 32 chances sur 100 000 d'attraper la rougeole si on n'a pas un vaccin, versus 1,4 sur 100 000. Puis là, ben, c'est un peu... 10 minutes? Presque fini. C'est encore plus vrai chez les 3 à 5 mois. Là, donc, vous voyez, les 3 à 5 mois qui ne sont pas vaccinés, le risque relatif est de 66, donc c'est un risque qui est très, très important. Pour la coqueluche, il y a une activité de fond régulière, donc il y en a toujours des enfants qui font la coqueluche, moins qu'avant la vaccination, mais il y en a encore. Donc, le risque est quand même relativement élevé pour les enfants vaccinés quand même, hein, puis on voit surtout des adultes et des grands adolescents, puis d'ailleurs il y a un programme de revaccination des grands adolescents contre la coqueluche, justement pour essayer de diminuer ce nombre-là. Donc pour la coqueluche, on considère que c'est à peu près 6 fois plus de risque d'attraper la coqueluche si on n'est pas vacciné ou pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas une catastrophe de ne pas vacciner ses enfants. Et puis, il y a dans notre littérature, nous, en pédiatrie, une controverse parce qu'il y a des pédiatres qui refusent de soigner des enfants non vaccinés. Comme il y a des médecins qui refusent de soigner des patients fumeurs. Okay? Moi, je pense que éthiquement, c'est inadéquat. Moralement, c'est inadéquat. Hein? C'est pas parce que quelqu'un fait un choix qui ne plaît pas qu'il faut les abandonner ou qu'il ne faut pas les traiter. Puis, d'un point de vue individuel, ben, il ne faut pas être catastrophiste. Hein, puis de dire, si vous ne vaccinez pas votre enfant, il va mourir. Okay? Moi, l'attitude que j'ai, c'est la meilleure chose pour votre enfant, c'est qu'il reçoive des vaccins. C'est pas de choix. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je sais. Puis, je ne vous dis pas que vous êtes une mauvaise personne ou que c'est une catastrophe de ne pas le vacciner. Mais je pense que la meilleure chose, puis la majorité des parents, heureusement, font ça. 90-95% des parents font ça. Et le problème, c'est, je ne sais pas quelle est votre attitude par rapport aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais souvent, on a tendance à les convaincre en leur faisant peur. En leur disant, vous savez-vous que ça... Puis là, montrer des photos comme je vous ai montré. C'est épeurant, là. Puis, vous connaissez le théorème du popcorn? Non? Bon. Donc, le théorème du popcorn, c'est, tu sais, les sacs à popcorn qu'on met dans le micro-ondes. Hein? Vous mettez 3 minutes. Ça fait pou, 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 pou. Au bout de 3 minutes, vous ouvrez le sac de popcorn. Il y a toujours une dizaine de graines de popcorn pas pétées dans le fond. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Puis là, on fait...
Là, on serait tenté. Donc, on pourrait le remettre dans le micro-ondes, rajouter une minute. Qu'est-ce qui se passe? Le reste du popcorn brûle. Okay? Vous allez pas les chauffer, ça ne pètera pas plus. Ceux-là, il faut les sortir et les traiter différemment des autres popcorn. Donc, quand vous avez les parents qui ne veulent pas, je ne sais pas si c'est des popcorn, c'est une allégorie. Là. Okay? Donc, les parents qui ne veulent pas faire vacciner leur enfant, c'est la même chose. Si vous les inondez, puis si vous inondez la population en leur faisant peur, même, il y a une étude du mois passé dans le Pediatrics qui a documenté que si on avait un discours alarmiste par rapport aux infections prévenues par les vaccins, on diminue la volonté des parents de faire vacciner parce que dans leur tête, ça dit écoute, Claude, il vient de me dire que la rougeole, c'est grave. On peut mourir de ça. Puis là, il essaie de me faire croire que donner un bout de rougeole à mon enfant, c'est bon. Non. Rougeole, mauvais. Bout de rougeole, un peu mauvais. Okay? Un peu caricaturé, là. Puis il ne parle pas comme les hommes des cavernes, les gens. Donc il faut faire attention au discours qu'on a. Souvenez-vous du popcorn la prochaine fois. Pour conclure, je pense que la bonne nouvelle d'un point de vue régional, c'est qu'on a un taux de vaccination qui est au-dessus de 85 % pour la majorité des maladies, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'atteint pas encore la cible du Programme national de santé publique qui est de 95 % de la population. D'après moi, tous les parents qui veulent faire vacciner leur enfant peuvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, donc, je pense qu'ils ont suffisamment accès, suffisamment d'informations, puis ça ne coûte rien. Donc, je pense que ça, nous, on fait notre part morale. Maintenant, d'un point de vue efficacité, je pense que les gens de la santé publique, les gens du gouvernement, les infirmières, les professionnels travaillent pour augmenter ce taux-là, puis diminuer les barrières à la vaccination. Tout ce qu'on peut faire pour diminuer les barrières, d'après moi, va être efficace, puis va avoir un effet sur la santé de nos populations. Je pense que j'ai fini. Oui, j'ai terminé. Donc, après ça, c'est des affaires moins importantes. Écoutez, je réitère mon message. Merci. Félicitations. Good job. Il faut qu'on s'améliore un peu. Il y a des maladies qui me font peur, maintenant, vous savez. Puis que je ne veux plus voir. Et puis, moi, on parlait tantôt avant la conférence, là. Moi, j'ai accès à toutes sortes de populations aux soins intensifs. J'ai des enfants qui ont des maladies très compliquées, très complexes, qui sont en fin de vie. Il y a des enfants chez qui on essaie des traitements extraordinaires pour les sauver, pour améliorer leur qualité de vie. Tu sais, on fait des chirurgies, on fait du gamma-knife, on fait de la chimio, toutes sortes de poisons qu'on leur donne. On essaie toutes sortes de types de ventilation. Ça, c'est spectaculaire. Les télétons, là, quand ils veulent faire un reportage, là, ils viennent voir ça. C'est l'enfant in extremis qu'on a sauvé. Moi, ce que je trouve beaucoup plus spectaculaire, c'est l'enfant que je croise dans la rue, puis qui n'est pas malade, qui a un casque, qui est attaché en auto, qui a un beau teint en santé, plein d'anticorps, qui n'a jamais fait de cette méningite, qui n'a même pas de cicatrice de varicelle. Seul, il y en a un qui trouve ça spectaculaire. C'est moi. Ça, c'est de votre faute. Okay? Puis, une fois de temps en temps, il faut le reconnaître. Donc, c'est tout. Merci. Ouais, on peut prendre des questions. Ici, à l'extérieur, je ne sais pas, on va voir si on peut vous entendre, mais moi, je suis disponible pour questions, commentaires, insultes. Les gens ont l'air de se lever. Je pense que c'est il y a 1h27. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires?
Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde dans les sites extérieurs. Oui, oui, allez-y. Je me demande si vous répondez. J'entends souvent des parents qui disent si je donne le vaccin pour la varicelle, c'est pas efficace à 100%. Et si elle donne le vaccin plus tard, elle va l'avoir plus gravement, puis elle va être plus vieille. Écoutez, c'est une excellente question. Premièrement, effectivement, c'est une question qu'on a souvent. Puis je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à ça parce que moi, je suis un pédiatre. Donc, moi, je suis l'avocat des enfants. Donc, ça m'horripile à chaque fois que quelqu'un me dit « Ouais, mais s'ils le font adulte, ça va être plus difficile. » Scientifiquement, la seule population qui est plus à l'aise de complications et de mortalité, c'est les femmes enceintes avec une varicelle. Un adulte pas enceinte, puis avec un système immunitaire normal, n'a pas plus de complications, mais va trouver ça beaucoup plus difficile qu'un enfant d'1 an. Parce que quand on a 41 ans, on se plaint. Quand on a 1 an, on se fait cajoler, on chiale un peu, mais on a des stratégies pour se calmer. Donc, d'après moi, ce n'est pas un bon argument. L'autre chose, c'est qu'effectivement, la vaccination contre la varicelle, malheureusement, ce n'est pas à 100%. Il y a encore des varicelles, mais les varicelles sont moins importantes. Puis, le vaccin contre la varicelle, au Japon et aux États-Unis, on l'utilise depuis 1995. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis 95, donc ça fait 24 ans. Puis on n'a pas vu ce phénomène-là de shift d'une épidémie. Puis il y a une diminution aussi des zoonoses, qui est un effet secondaire très important là, de la vaccination. Donc, ce n'est pas une inquiétude pour moi. Mais c'est une question effectivement qu'on a souvent. Vous avez vu, ça prend 1 minute ou 2 pour répondre. On pourrait dire non, c'est pas un problème, mais habituellement les gens ne seront pas contents si on répond juste ça. Ça va? Il n'y a pas de données qui disent qu'après tant d'années, c'est plus du tout efficace le vaccin qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'il y a des données qui disent qu'il y a une diminution de l'immunité. Puis la varicelle, c'est dans tous les vaccins qu'on utilise, dans toutes les infections qu'on utilise, c'est l'infection qui ressemble le plus à la variole. Donc, si on avait un taux de vaccination populationnel qui montait au-dessus de 90-95% partout, on pourrait l'éliminer complètement. Donc, là, ça ne serait plus un problème. Mais effectivement, la varicelle, le vaccin, il y a un weaning des anticorps, donc il y a une diminution des anticorps. Là, on sait qu'après 20 ans, cliniquement, ça n'a pas beaucoup d'importance. On ne sait pas, après 25-30 ans, peut-être qu'il va y avoir des varicelles. Mais l'infection naturelle à varicelle, il y a aussi un weaning, une diminution des anticorps qui existent, puis qui fait qu'on peut refaire la varicelle une 2e fois. Est-ce que les gens ne savent pas? C'est rare. Puis habituellement, on ne le fait pas dans l'enfance, on va le faire plus tard, mais il y a aussi une diminution de l'immunité naturelle. Ça fait partie d'un des défauts du système immunitaire, que ce soit une immunité qui est due par un vaccin ou par une infection naturelle, que de temps en temps, on peut perdre des anticorps. Merci beaucoup, très intéressant. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Claude, et on va continuer notre job de prévention et on va te prendre au chômage, si possible, le plus possible. Alors, je tiens à remercier tous les 6 participants et les gens qui se sont déplacés pour être ici dans la salle, et ça termine notre conférence. Merci. Et merci. Au revoir.